OK, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette petite capsule où nous allons explorer la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Petite précision en passant, il ne s'agit pas du produit scalaire de deux vecteurs, mais c'est bien la multiplication d'un vecteur par un scalaire, ce qui est différent. Le produit scalaire, on en reparlera dans une capsule à venir. Alors, dans le fond, qu'est-ce que c'est que multiplier par un vecteur par un scalaire? Ben, c'est exactement ceci, c'est de prendre un vecteur et de multiplier ce vecteur-là par un nombre réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, si, admettons, je devais représenter le vecteur 3 fois v, à partir du vecteur v qui est dessiné ici. Donc, qu'est-ce que c'est que 3 fois v? Bien, on sait que la multiplication en maths, ça peut être traité comme une addition répétée. Donc, fondamentalement, la multiplication du vecteur v par 3, ça peut être vu comme une addition du vecteur v avec lui-même 3 fois. Alors, ça, l'addition vectorielle, on connaît ça. Et je pense que on pourrait y aller par enchaînement plus que par parallélogramme ici. Alors, si je prends le vecteur v et que je l'additionne avec lui-même 3 fois, donc je vais dans le fond y aller avec un deuxième vecteur v au bout de ce premier-là qui est ici. Donc, c'est pas super comme dessin. Je vais essayer de faire un dessin plus propre quand même. Alors, par la méthode de l'enchaînement, ce serait ici un autre vecteur v, comme ça ici, et j'en mets un troisième au bout, comme ça ici. Et j'ai donc le vecteur v additionné avec lui-même 3 fois. Alors, quel serait le vecteur que j'obtiens en bout de ligne en additionnant ces 3 vecteurs-là? Je ne le dessinerai pas par-dessus parce qu'on ne verrait pas très bien. Je vais le dessiner juste au-dessus. Donc, ce serait le vecteur qui serait ici, qui commencerait là et qui s'en irait jusque là, comme ça. Alors, ce serait le vecteur ici que j'obtiens en triplant le vecteur v. Alors, c'est lui, le vecteur 3v, c'est le grand vecteur bleu. Alors, on obtient, je suis en dessous ici, un nouveau vecteur ayant la même orientation que v et dont la norme vaut 3 fois celle de v. Alors, effectivement, j'ai pris mon vecteur v et j'ai triplé sa norme. Je n'ai pas changé sa direction ni son sens parce que dans le fond, c'est le même vecteur que je mets bout à bout, alors ça ne change pas son orientation. Si je devais maintenant représenter le vecteur moins 2v, alors moins 2v dans le fond, c'est quoi? Bien, c'est le vecteur moins v, donc opposé à v, 2 fois de suite. Donc, dans le fond, ce serait le vecteur moins v que j'additionnerai avec lui-même. Donc, qu'est-ce que c'est que moins v? Bien, moins v, dans le fond, je vais prendre ici le vecteur, je vais le dessiner comme ça ici, ça serait moins v. Ça, c'est le vecteur moins v. OK, donc le vecteur v, mais de sens contraire, et que je vais mettre bout à bout avec lui-même 2 fois. Donc, moins v, ça va faire moins 2v. Alors, ça, c'est moins v. Donc, finalement, le vecteur moins 2v, celui-ci, juste par souci d'espace, je vais le dessiner en vert par-dessus les deux rouges. Donc, le vecteur moins 2v, c'est celui-ci en vert, qui est clairement par-dessus les deux rouges, mais c'est un vecteur qui est 2 fois plus long que le vecteur v, mais il pointe dans le sens contraire de v. Alors, représenter maintenant le vecteur moins 2v, sa norme vaut 2 fois celle de v, et non pas moins 2 fois, parce qu'on se rappelle que la norme, c'est un nombre réel positif qui ne dépend pas de l'orientation. Étant donné un scalaire k et un vecteur v, le produit de k fois v est un vecteur dont la norme égale le produit de la valeur absolue de k et de la norme de v. Alors, autrement dit, la norme du vecteur que j'obtiens en multipliant, c'est pas u, c'est v,
la norme du vecteur que j'obtiens en multipliant v par un scalaire, donc la norme de ce nouveau vecteur-là, ça correspond à quoi? C'est la valeur absolue du scalaire k fois la norme du vecteur v. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette égalité-là? Bien, ici, je m'intéresse à la norme du vecteur que j'ai obtenu en multipliant par le scalaire, donc la norme du nouveau vecteur. Évidemment, cette norme-là, elle est, évidemment, k fois plus grande que le vecteur initial v. Par contre, je mets le scalaire k en valeur absolue parce que si le scalaire k était un nombre négatif, comme dans l'exemple juste en haut, et là, je me retrouverais avec une norme ici qui correspondrait à un nombre négatif, et donc ce n'est pas accepté. Alors, si le scalaire k devait être un nombre négatif, ça ne devrait pas influencer le signe de la norme. Alors, c'est pour ça qu'on met le scalaire k en valeur absolue. Bon, on voit que si le scalaire k est un nombre négatif, on l'a vu ici en haut, là, si le scalaire k est un nombre négatif, ça modifie l'orientation. Par contre, ça ne modifie que le sens. Donc, ça ne modifie pas la direction. Autrement dit, si le scalaire k est négatif, le sens va changer, mais la direction va être la même. Autrement dit, les vecteurs vont demeurer parallèles. Alors, la direction, elle est celle de v. Au niveau du sens, si le scalaire k est positif, donc le sens est inchangé, donc même sens. Et si k est négatif, ça veut dire que le sens est inversé, ou on a un vecteur de sens contraire. Donc le sens change. Au niveau des composantes, donc si je multiplie un couple de composantes par un scalaire, ben dans le fond, c'est un peu le principe des triangles semblables. Alors, ici, j'avais des composantes, ici, moins 6 à l'horizontale et 2 à la verticale. Bien, quand je triple mon vecteur, comme je l'ai vu ici tantôt, là, par addition répétée, bien, je me retrouve avec un vecteur qui est 3 fois plus long. Donc, par triangle semblable, les composantes seront aussi triplées. Donc, multiplier un vecteur par un scalaire, c'est aussi multiplier pas seulement sa norme, mais également ses composantes par le même scalaire. Okay? Donc, autrement dit, dans l'algèbre vectorielle, lorsqu'on a un scalaire qui multiplie un couple de composantes, c'est un petit peu comme dans les nombres réels. Autrement dit, c'est distributif. Alors, ça va être k fois chacune des composantes. Et bien entendu, si k est négatif, ça demeure vrai aussi. Donc, ça va multiplier les composantes par ce scalaire négatif. Bon, c'est pas de la matière qui est très difficile. On va quand même faire un exemple. Je pense que ça vaut la peine qu'on en fasse un. J'en ferai pas 50. Là. Alors, un premier exemple. Vous avez un vecteur n dont les composantes sont 2, moins 5. Quelles sont les composantes d'un nouveau vecteur v qui est égal à k fois le vecteur n qu'on vous donnait si k valait moins 2. Alors, les composantes du nouveau vecteur, ce serait moins 2 fois les composantes de n qui sont 2, moins 5. Alors, le vecteur v, ses composantes seront moins 4, 10. On voit que ce n'est pas très difficile. La norme du vecteur v. Bon, ben, je pourrais calculer la norme tout bêtement ici avec la relation de Pythagore ici. Je pourrais quand même utiliser le principe qu'on a présenté tantôt. Je pense que ce serait cute de le faire. Donc, la norme du vecteur v, donc la norme du vecteur v, ce serait égal à, en fait, tiens, je vais écrire ça comme ça. La norme du vecteur v, ce serait égal à la valeur absolue de k fois la norme du vecteur n. OK, alors, la norme du vecteur v, ça va être égal. La valeur absolue de la constante k, du coefficient k, je devrais plutôt dire. Donc, valeur absolue de moins 2 fois la norme de n. Alors, la norme de n, on se rappelle que c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes.
Donc, ici, mes composantes sont 2 moins 5, donc 2 au carré plus moins 5 au carré, ce qui fait 2 fois la racine de 29. Alors, la norme du vecteur V sera égale à 2 fois la racine carrée de 29. Bon, on n'a pas d'unité là-dedans, on ne sait pas quelles sont les unités, mais on va écrire U pour unité. Bon, à propos, si vous aviez utilisé simplement la relation de Pythagore pour calculer la norme du vecteur V, vous auriez obtenu aussi une expression équivalente à ça, elle aurait été simplement non réduite, et il aurait fallu simplement la réduire. Mais ici, c'est déjà réduit. D'autre part, on ne demandait pas de l'arrondir au centième ou au dixième, alors je vais le laisser en valeur exacte, mais évidemment, ça aurait pu être arrondi, ça va de soi. Et quelle est l'orientation de V? Ben, l'orientation de V, dans le fond, on va aller calculer son orientation avec les formules que nous connaissons. Alors, ici, moi, ce qui attire mon attention principalement, ce sont les signes des composantes. Alors, composante horizontale de signe négatif, composante verticale de signe positif. Je sais donc que c'est un vecteur qui va être orienté vers le deuxième cadran. Alors, à partir de la page 4 et d'une vidéo précédente qu'on a faite, dont je vais mettre le lien ici en dessous, au sujet des calculs d'orientation, on sait qu'un vecteur qui est orienté dans le deuxième cadran, son orientation se calcule toujours de la même façon. Alors, on n'a même pas de question à se poser. L'orientation du vecteur V, ça va être tangente moins 1 du rapport des composantes signées. Et on sait que dans le deuxième cadran, il faut ajouter 180 degrés systématiquement. Alors, je vais prendre ma calculatrice. Tangente moins 1 de 10 sur moins 4, comme ça. Et j'ajoute 180. Et ça me donne 111,8 degrés. Si on nous demandait l'orientation du vecteur n, ben là, c'est pas demandé, mais on pourrait juste faire ce petit travail-là de réflexion. Si on nous demandait l'orientation du vecteur n, j'aurais pas besoin de refaire un calcul d'orientation. Hein, je vois que le vecteur n et le vecteur v, sont collinéaires, on l'a dit. Par contre, ça va dans le sens inverse l'un de l'autre. Donc, on pourrait simplement se baser là-dessus, ici, et soustraire 180 degrés pour connaître l'orientation du vecteur n. Et je sais ça parce que le scalaire k qui les unit est de signe négatif. Alors voilà, c'était tout au sujet de la multiplication d'un vecteur par un scalaire.